Je suis arrivé à la station le 14 novembre. C'était une mission de routine, 48 heures maximum. Je travaillais pour l'Observatoire météorologique depuis 7 ans, et ces déplacements faisaient tout partie du métier. Vérifier les instruments, remplacer les capteurs défectueux, enregistrer les données. Rien d'extraordinaire. La cabane se trouvait à 2800 mètres, dans un secteur isolé des Alpes françaises, accessible uniquement par une piste forestière en mauvais état. Il faisait déjà froid, moins 15 degrés au moment de mon arrivée. Le ciel était clair, presque trop clair. Avant de partir, Marie m'avait demandé pourquoi j'acceptais encore ces missions. Elle ne le disait pas directement, mais je sentais la fatigue dans sa voix. Les enfants grandissaient, et j'étais souvent absent. Je lui avais répondu que c'était temporaire, que dans quelques mois, je demanderais un poste fixe au bureau. Elle avait hoché la tête sans insister. Nous avions arrêté de nous disputer à ce sujet depuis longtemps. C'était juste une lassitude qui s'installait, douce et silencieuse. La cabane était petite, mais fonctionnelle. Une pièce principale avec un poêle à bois, une table, 2 chaises. Une chambre étroite avec un lit de camp. Un espace technique pour les équipements. Tout était prévu pour tenir seul pendant plusieurs jours si nécessaire. J'avais des provisions, du bois, un générateur de secours, un émetteur radio. Je me suis mis au travail immédiatement. Les premières heures se sont déroulées normalement. J'ai calibré les sondes, nettoyé les panneaux solaires couverts de givre, vérifié les batteries. Le silence là-haut était total. Pas d'oiseaux, pas de vent. Juste le craquement de mes pas sur la neige durcie. Le soir, j'ai allumé le poêle et préparé un repas simple. J'ai appelé Marie sur le radiotéléphone. La connexion était médiocre, mais j'ai pu lui dire que tout allait bien, que je redescendrais le surlendemain comme prévu. Elle m'a passé les enfants. Léa m'a raconté son contrôle de mathématiques. Thomas voulait savoir s'il y avait des loups dans la montagne. Je lui ai dit que non, que j'étais parfaitement en sécurité. Nous avons raccroché. J'ai mangé en écoutant la radio, puis je me suis couché tôt. Le froid mordait déjà les murs, mais le poêle tenait bon. C'est pendant la nuit que tout a changé. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Quelque chose dans l'air avait changé. Une pression différente, une densité. J'ai allumé la lampe et consulté les instruments. La température extérieure avait chuté à moins 28 degrés en quelques heures. Le baromètre indiquait une dépression brutale. J'ai allumé le poste radio et capté les alertes météo. Un front polaire exceptionnel remontait de l'est. Vent violent, températures extrêmes, visibilité nulle. Les autorités recommandaient l'évacuation immédiate de toutes les installations en altitude. Le message était formel. J'ai hésité. C'était cette hésitation qui a tout déclenché. Je me suis dit que la cabane était solide, que j'avais tout ce qu'il fallait, que la tempête passerait en 24 heures. J'avais déjà vécu des épisodes difficiles. Je connaissais la montagne. Mais surtout, partir dans la nuit sur une piste verglacée, avec une visibilité réduite, me semblait plus dangereux que rester. J'ai décidé d'attendre l'aube pour évaluer la situation. Je me suis recouché. Le vent commençait à se lever. À 6 heures, quand j'ai ouvert les volets, le monde avait disparu. Tout était blanc, opaque, saturé de neige en mouvement. Le vent hurlait contre les murs. La température affichait moins 42 degrés. J'ai tenté de joindre la base par radio. Aucune réponse. J'ai essayé le téléphone satellite. Rien. Les lignes étaient coupées. J'ai compris que je devais partir immédiatement, avant que la tempête ne rende toute évacuation impossible. J'ai enfilé mes vêtements les plus chauds, rempli un sac avec des provisions, vérifié la lampe torche. Dehors, le vent me plaquait contre le mur. Je ne voyais pas à 2 mètres. J'ai avancé jusqu'au camion. La neige s'était accumulée sur le pare-brise. Les portières étaient gelées. J'ai gratté, forcé, réussi à ouvrir. Je me suis installé au volant, les mains déjà engourdies. J'ai tourné la clé. Le moteur a toussé, hésité, puis s'est tu. J'ai réessayé. Rien. Encore. Rien. Le froid avait tué la batterie. J'ai essayé pendant 10 minutes, peut-être 15. Mes doigts ne répondaient plus correctement. J'ai compris que c'était fini. Je suis retourné dans la cabane. Le vent me poussait dans le dos comme pour me dire de ne pas revenir. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle. J'étais essoufflé, glacé et pour la première fois véritablement seul. La radio ne captait plus qu'un grésillement blanc. Le téléphone satellite ne trouvait aucun signal. Dehors, la tempête grondait comme un être vivant. J'ai rallumé le poêle et attendu. Il n'y avait rien d'autre à faire.
Les premières 24 heures ont été supportables. J'avais de quoi manger, de quoi me chauffer, de quoi m'occuper. J'ai tenté de réparer la radio sans succès. J'ai fait l'inventaire des provisions. Nourriture pour 5 jours si je rationnais correctement. Bois pour une semaine, peut-être 10 jours. Eau potable illimitée grâce à la neige. J'ai écrit dans le carnet de bord, noté les relevés de température, maintenu une routine. C'était une façon de garder le contrôle. Mais le deuxième jour, la réalité a commencé à s'imposer. Le froid dehors était tel que les murs de la cabane craquaient. Moins 54 degrés, puis moins 58, puis moins 62 degrés. Des chiffres que je n'avais jamais vus, même sur les relevés historiques. Le générateur de secours a lâché dans la soirée. Court-circuit. J'ai essayé de le relancer, mais quelque chose dans le système électrique avait cédé. Sans électricité, je perdais les instruments. La possibilité de recharger le téléphone satellite, une partie de ma capacité à mesurer le temps. Il ne restait que le poêle. Je l'alimentais avec parcimonie, en comptant chaque bûche. La chaleur ne suffisait plus à chauffer toute la pièce. Je me tenais à moins d'1 mètre du feu, enroulé dans 2 couvertures, mais mes extrémités restaient froides. La nuit, je dormais habillé, avec tous mes vêtements superposés, mais le froid me réveillait quand même. Un froid qui s'insinuait partout, dans les os, dans les pensées. Le 3e jour, j'ai commencé à parler à voix haute. Pas par folie, mais par nécessité. Le silence total était insupportable. Je me décrivais ce que je faisais. Je mets une bûche dans le poêle, je fais chauffer de l'eau, je mange une boîte de conserve. Des phrases simples qui me rappelaient que j'existais encore. Parfois, je parlais à Marie. Je lui expliquais la situation, je lui disais que j'allais bien, que ce n'était qu'une question de jours. Je savais qu'elle ne m'entendait pas, mais ça m'aidait. J'ai rationné la nourriture plus sévèrement. 1 conserve par jour, des biscottes le matin. De l'eau chaude avec un peu de sucre pour tenir. Mon corps commençait à faiblir. Pas dramatiquement, mais je le sentais. Les gestes étaient plus lents. Mes mains tremblaient légèrement. Mes pieds restaient engourdis, même près du feu. Je les massais, je les bougeais, mais la sensation ne revenait pas complètement. Le 4e jour, j'ai entendu des bruits, des craquements dans les murs, comme si quelqu'un marchait à l'étage, mais il n'y avait pas d'étage. Des grattements contre la porte. J'ai ouvert. Rien. Juste le vent et la neige. J'ai refermé. Les bruits ont continué. Je savais que c'était le froid, la structure qui se contractait, mon cerveau qui cherchait des patterns dans le chaos. Mais savoir ne changeait rien. Les bruits étaient là. La nuit du 5e jour, j'ai rêvé que j'étais chez moi. Marie préparait le dîner, les enfants jouaient dans le salon. Tout était chaud, lumineux, vivant. Quand je me suis réveillé, le poêle s'était éteint. La cabane était glacée. J'ai cherché mes allumettes dans le noir. Mes doigts ne répondaient presque plus. J'ai fini par rallumer le feu, mais j'ai pleuré. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui gelaient sur mes joues. Le 6e jour, j'ai compris que je devais partir. Il ne restait que 2 bûches et demie. Plus de nourriture sauf une boîte de thon et quelques biscottes. Mon corps se détériorait. Mes orteils étaient blancs, insensibles. Ma pensée était lente, confuse. Si je restais, j'allais mourir. C'était une certitude mathématique. Mais partir signifiait marcher 18 kilomètres dans la neige profonde, par moins 60 degrés, sans équipement adapté, sans certitude d'arriver quelque part. J'ai trouvé une vieille carte topographique dans un tiroir. J'ai tracé une route vers la vallée, en évitant les zones trop exposées. Si je suivais la crête ouest, puis descendais par la forêt de pins, je pouvais atteindre le hameau de Saint-Christophe. 18 kilomètres, peut-être 12 heures de marche dans des conditions normales. Mais rien n'était normal. J'ai dormi quelques heures. Au réveil, j'ai mangé la dernière boîte de thon et les biscottes. J'ai bu toute l'eau chaude que j'ai pu. J'ai enfilé tous mes vêtements. 3 couches de pantalon, 4 de haut, 2 paires de gants, un bonnet, une cagoule. J'ai pris la carte, une lampe, un briquet, un couteau. Rien d'autre. Trop de poids me tuerait aussi sûrement que le froid. Avant de sortir, j'ai écrit un message sur le carnet de bord. Parti le 21 novembre à 7h30. Direction Saint-Christophe par la crête ouest. Si vous trouvez ceci, prévenez Marie Roussel, Annecy. Je l'aime. J'ai laissé le carnet ouvert sur la table. Dehors, la tempête s'était calmée. Il ne neigeait plus, mais le froid était absolu. L'air brûlait les poumons à chaque inspiration.
J'ai commencé à marcher, un pied devant l'autre. La neige montait jusqu'aux genoux. Chaque pas demandait un effort conscient. Je ne pensais à rien d'autre qu'au suivant. Les 2 premières heures ont été les plus faciles, relativement. J'avançais, lentement, mais régulièrement. Le paysage était d'une beauté terrible. Tout était blanc, figé, mort. Le soleil brillait dans un ciel parfaitement bleu, mais il ne réchauffait rien. Je suivais la crête, en me repérant aux rochers qui émergèrent de la neige. Vers la 3e heure, mes pieds ont cessé de me faire mal. Ce n'était pas bon signe, je le savais. Quand le froid ne fait plus mal, c'est qu'il a gagné. J'ai continué. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je suis tombé pour la première fois peu après. Un trou sous la neige, une racine, je ne sais pas. Je me suis retrouvé à plat ventre, le souffle coupé. Il m'a fallu plusieurs minutes pour me relever. Mes mains ne fonctionnaient presque plus. J'ai perdu un gant dans la manœuvre. J'ai cherché, mais la neige l'avait avalé. J'ai mis ma main nue dans ma poche et continué. L'après-midi, j'ai perdu la carte. Le vent l'a arrachée de ma poche pendant que je vérifiais ma position. Je l'ai regardée s'envoler, tournoyer, disparaître. Je me suis arrêté. Sans carte, je naviguais à l'instinct, mais je connaissais la direction générale, vers le sud-ouest. Descendre, toujours descendre. Je ne sais pas combien de fois je suis tombé après ça. 6 fois, peut-être 10. À un moment, je suis resté au sol simplement allongé dans la neige. C'était confortable. Le froid ne faisait plus mal. J'aurais pu m'endormir, mais une partie de mon cerveau criait encore. Elle me disait de me lever, de continuer. Je me suis relevé. La nuit tombait. Je distinguais les arbres de la forêt en contrebas. J'étais proche. Encore quelques kilomètres. Mais mes jambes ne répondaient presque plus. Je trébuchais à chaque pas. Ma respiration était courte, sifflante. Je voyais des lumières au loin. Peut-être le hameau. Peut-être mon cerveau qui inventait de l'espoir. Je me souviens d'être entré dans la forêt. Les arbres me protégèrent du vent. C'était plus facile. Je me souviens d'avoir vu une route. Une vraie route, goudronnée. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Je me souviens de m'être effondré. Le reste est fragmenté. Des voix, une lumière puissante, des mains qui me touchaient, la chaleur insupportable d'une couverture chauffante, une sirène. Marie qui pleurait. Un médecin qui parlait d'hypothermie sévère, de gelures au 3e degré, de chances incroyables. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital. Ils ont sauvé la plupart de mes doigts, mais j'ai perdu 3 orteils du pied gauche. L'audition de mon oreille droite ne s'est jamais complètement rétablie. Les cauchemars ont duré 6 mois. Parfois, je me réveillais en sueur, convaincu d'être encore dans la cabane. Marie est venue me chercher. Elle m'a ramené à la maison. Les enfants avaient dessiné des dessins de bienvenue. Léa m'a serré dans ses bras pendant 10 minutes sans me lâcher. Thomas m'a demandé si j'avais eu peur. Je lui ai dit oui. Les premiers jours, tout semblait irréel. La chaleur du chauffage central, l'abondance de nourriture, la présence des autres. Je ne parlais presque pas. Marie respectait mon silence, mais quelque chose s'était cassé entre nous. Pas violemment, pas dramatiquement. Juste une distance qui n'existait pas avant. Elle me regardait différemment, avec un mélange de soulagement et de reproches que nous n'avons jamais verbalisé. J'ai démissionné de l'observatoire 2 mois plus tard. J'ai trouvé un poste dans une entreprise de climatisation en ville avec des horaires fixes. Je rentre tous les soirs. Je ne rate plus les anniversaires. Mais je n'ai jamais retouché une montagne. Même en photo, elles me mettent mal à l'aise. Parfois, la nuit, quand la maison est silencieuse, je me retrouve dans la cabane. Pas en rêve, pas vraiment. Juste une sensation. Le froid qui monte le long de ma colonne vertébrale, le silence absolu. L'impression d'être le dernier homme sur Terre. Ça dure quelques secondes, puis ça passe. Les enfants ont grandi. Léa étudie la médecine. Thomas veut devenir ingénieur. Marie et moi vivons ensemble, nous nous parlons, nous partageons une vie. Mais nous ne parlons jamais de novembre. C'est comme un accord tacite. Ce qui s'est passé là-haut appartient à un autre temps, à un autre homme. Je garde encore le carnet de bord. Les sauveteurs l'ont récupéré dans la cabane des semaines plus tard, quand ils sont remontés chercher le matériel. Ils me l'ont rendu. Je l'ai rangé dans un tiroir de mon bureau et je ne l'ai jamais rouvert. Mais je sais qu'il est là. Avec ce message que j'ai écrit avant de partir, cette phrase pour Marie, au cas où je ne reviendrai pas. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'étais parti immédiatement.
la première nuit, quand les alertes sont tombées, si je n'avais pas hésité, si j'avais fait confiance à mon instinct plutôt qu'à mon orgueil. Mais ces questions ne mènent nulle part. Ce qui est arrivé est arrivé. Je ne suis plus le même homme. Mes enfants ne le savent pas vraiment. Marie le voit parfois dans mes yeux quand je regarde par la fenêtre un jour d'hiver. Mais elle ne dit rien. Le silence de ces 7 jours ne m'a jamais complètement quitté. Il est là, quelque part au fond de moi, comme une chambre fermée dont j'ai perdu la clé. Et peut-être que c'est mieux ainsi.